Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à la programmation culturelle des Beaux-Arts de Paris et à Penser le présent en confinement, saison 2 oblige. Aujourd'hui, nous recevons de 18h à 19h Eva Bester pour dialoguer à propos de son essai intitulé Léon Spiliart. Évidemment, c'est à l'envers, mais bon, on ne peut pas faire autrement. C'est l'effet Instagram. Et aussi qui est paru aux éditions Autrement, et aussi pour dialoguer de la mélancolie et de la consolation par les arts. La semaine prochaine, jeudi 10 décembre, nous recevrons à la même heure l'historienne de l'art et conservatrice du patrimoine Camille Morino pour la direction qu'elle exerce sur Aware, le site qu'elle a cofondé, un espace qui a pour mission de donner de la visibilité à la création des artistes femmes. Mais pour ce soir, c'est Eva Bester. Je vais vous la présenter, vous la connaissez tous. Elle est productrice, présentatrice d'émissions radio et télé. Elle anime avec énormément de talent. Depuis 2013, c'est bien ça, l'émission Remède à la mélancolie sur France Inter, le dimanche matin. Elle tient aussi une rubrique sur Canal+, où elle fait l'imaginaire, elle fait l'éloge, voilà, je reprends ta phrase, elle fait l'éloge de l'imaginaire en chroniquant des œuvres d'art singulières. Nous la recevons pour tous ces titres, mais surtout pour son essai qui est paru cette année sur le peintre belge symboliste Léon Spiliart aux éditions Autrement, un artiste qui fait aussi l'objet d'une très belle exposition au musée d'Orsay. Bonsoir Eva. Bonsoir, merci beaucoup pour l'invitation. Alors Eva, vous venez de publier le petit ouvrage que je viens de montrer d'une centaine de pages, moitié texte, moitié illustration, sur le peintre symboliste belge Léon Spiliart. Sur la 4e de couverture, vous écrivez « Spiliart et moi sommes frères de noir. Ce qui nous différencie, c'est qu'il a du talent, une œuvre et une moustache. » Alors, Eva, votre publication est inclassable. On ne sait pas si c'est un roman, un essai, une autofiction, une élégie, une biographie. Comment qualifiez-vous votre ouvrage? Je pense que je vais vous décevoir pour la plupart de vos questions parce que j'ai du mal à mettre des étiquettes. Et je pense que cet ouvrage, ça peut être une méditation, des réflexions, une contemplation, mais je pense que c'est un peu dans le prolongement de l'émission que j'anime sur France Inter. En fait, c'est vraiment la transmission plutôt de quelque chose que je trouve beau. Et j'essaie de raconter en fait ce qui me plaît et de prendre le lecteur comme un ami, de le prendre par la main, comme j'aimerais qu'on fasse avec moi et comme d'ailleurs beaucoup de gens font avec moi, parce que je pense qu'il n'y a rien de plus galvanisant ou élevant que ça, c'est de prendre quelqu'un et de dire attends mais tu connais pas ça, mais c'est génial, mais je vais te dire pourquoi j'adore ce peintre ou cet écrivain ou cet auteur, et c'est ce que j'ai essayé de faire dans cet essai. Mais il y a assez peu d'éléments formalistes dans l'analyse. Il y a des poèmes, il y a beaucoup d'éléments qui sont biographiques. Est-ce que c'est ça qui est clair pour vous, une œuvre? Vous savez, vous connaissez le Contre Sainte-Beuve, le fameux essai de Proust, qui s'irrite des analyses qui sont non formalistes. Est-ce que vous retenez surtout la vie de l'artiste, enfin, ou des gens que vous interviewez, c'est surtout ça qui vous intéresse, c'est comment ils mêlent art et vie? Non, pas du tout. En fait, oui, quand je reçois quelqu'un dans l'émission, je lis une énorme revue de presse à son sujet. Parce que souvent, en fait, on trouve des choses qui sont en cohérence avec leur choix d'œuvre d'art. Mais il arrive que pas du tout. Et en fait, c'est juste ma curiosité qui fait que je m'intéresse beaucoup à la vie des artistes que je reçois ou qui sont morts. Souvent, c'est des morts. Et pas ceux que je reçois, mais en fait, ça commence super bien. En fait, je pense que, attention, alors là, je sais que je marche sur des œufs, hein, parce que c'est le fameux truc, peut-on séparer l'œuvre de l'artiste? Ben, pour moi, oui. Je pense que les œuvres sont supérieures aux hommes, en fait, et que les œuvres d'art sont le meilleur des êtres humains, et qu'on peut être monstrueux dans la vie. Déjà, je crois pas au fait d'être monstrueux à 100%. On peut être monstrueux dans la vie et avoir fait quelque chose de sublime, qui touche au sublime, et je trouve que ce serait dommage de s'en priver. Là, il se trouve qu'avec Spiliart, sa vie correspond vraiment à ce qu'il illustre. Donc c'était intéressant de mettre les deux en parallèle. Mais si Spiliart avait eu une vie qui n'avait absolument rien à voir avec son œuvre, j'aurais fait les mêmes réflexions sur son œuvre. Et qu'est-ce qui vous a fasciné alors chez Léon Spiliart?
Mais il y a eu comme une sorte d'évidence. Euh, bon, je vais pas vous révéler de scoop, mais je suis quelqu'un de très mélancolique. Et j'en ai fait une émission pour fuir cette mélancolie qui vraiment me fatigue et que j'essaye de fuir de toutes les façons possibles, de façon assez frénétique. J'ai absolument aucune complaisance dans ça. Et Spilliard, en fait, il prend vraiment la matière noire. En alchimie, le premier stade de la matière, c'est la matière noire, c'est la matière mélancolique, Mhm. littéralement. Il le prend, il le transcende et il en fait de la beauté, ce qui est en fait le processus artistique par essence, finalement. La création, l'art, une œuvre d'art, c'est ça. C'est prendre de la boue, encore plus en peinture, puisqu'on prend de la matière vile et on en fait de la beauté. Elle prend forme sur la toile. Et pour moi, Spilliard, voilà, il a transcendé le réel, il a rendu le réel fantastique. Euh, je, je, En fait, il représente un univers fantomatique sublimé. C'est comme si tout ce qu'on pouvait redouter, tout ce qui fait le plus peur, les fantômes, les démons, la noirceur du monde, il s'en était emparé et puis il en avait fait quelque chose de sublime. Donc en Et fait, comment vous avez découvert son œuvre? Vous l'avez découvert à Ostende ou non, je me souviens plus ailleurs? comment je l'ai découvert. Il me semble que peut-être je l'avais découvert il y a très longtemps en photo, je ne sais pas vraiment où. J'ai dû voir un ou deux de ses dessins au musée d'Orsay. Et puis finalement, mais j'avais pas mis de nom en fait sur les tableaux. J'ai pas eu d'éducation artistique en fait. Je suis vraiment autodidacte et c'est vraiment en travaillant à la radio que je me suis vraiment intéressée aux artistes et que j'en ai découvert plein. Euh, mais je me souviens plus de comment je l'ai découvert. Et puis finalement, un amour pour lui terrible. Et il y a quelques années, je suis allée à Ostende je suis allée plusieurs fois à Ostende et j'ai écrit sur lui. Je me suis baladée dans la ville, dans ce qu'il avait représenté. J'ai consulté les catalogues. Je me suis rendu compte qu'il y avait plus de livres contemporains. Enfin, si contemporains, oui, mais pas récents sur lui. Et donc, j'ai une éditrice qui m'a proposé d'écrire un essai. J'avais carte blanche et je lui ai proposé Léon Spiliard, qui est peu connu en France. Là, je suis ravie qu'il y ait une exposition au musée d'Orsay, même si avec le confinement, c'est fermé. Mais Est-ce qu'elle correspond à vos attentes, cette exposition, ou est-ce que vous avez été frustré, ou vous avez pu y aller, vous avez eu le temps d'y oui, aller quand même? en fait, j'ai pu y aller assez brièvement. Euh, et oui, moi, je la trouve très belle, mais parce que les œuvres qui sont présentées font plutôt partie des périodes que j'aime beaucoup, qui sont le début de sa carrière, et c'est ce que je préfère dans l'œuvre de Spiliart. Donc oui, en tout cas, je la recommande à tout le monde. Vous avez été invité à France Culture pour en parler, et, Oui, est-ce qu'il y a des éléments que vous voulez nous relater, une anecdote dans la vie de Spiliart qui a créé chez vous quelque chose qui a été un déclencheur? en fait, ce qui est drôle, c'est qu'il n'y a pas vraiment eu de déclencheur. C'est vraiment, je connaissais que ses œuvres au début. Et puis finalement, pour écrire ce livre, je me suis documentée sur sa vie. Il n'y a pas tant de choses que ça sur sa vie qui existent. Mhm. Mais je me suis attachée au personnage. Alors c'est un mort, on fait que conjecturer sur les morts. Ça m'amuse toujours les gens qui arrivent et qui assènent des vérités en disant tel mort un siècle précédent était comme si, et d'ailleurs il était vraiment nanana. On peut pas le savoir en fait, à moins d'avoir fréquenté les morts ou d'avoir une machine pour se télétransporter. Spilart était peut-être une ordure, en tout cas moi je le trouve très sympathique à travers les quelques documents qu'on peut trouver, sa correspondance, le témoignage de ses amis. En fait, ce qui est amusant, c'est qu'au début, il a commencé dans la vie vraiment avec un rapport douloureux au monde et ça m'a donné une sympathie renforcée pour lui parce que il souffrait tout le temps, il avait peur du réel, je me suis identifiée et quand je dis que moi, j'ai pas son talent ni son œuvre, c'est vrai, je me suis seulement identifiée à ses névroses, donc au pire de Spiliart finalement. Et il souffrait terriblement, il avait peur du réel, il était insomniaque, il avait des douleurs d'estomac. Euh, Sa vie amoureuse était absolument catastrophique au début de sa vie et au début il avait renoncé. Il dit dans une correspondance que qu'il n'est enveloppé que d'un grand froid depuis sa naissance et qu'il en a fini avec tout commerce amoureux parce que c'est trop douloureux. Et finalement, heureusement, il y a quelque chose de merveilleux au sujet de son existence aussi, c'est qu'il a commencé avec un rapport très douloureux à l'existence, mais que finalement, il a trouvé une sérénité et il a trouvé, je crois, à nouveau, je ne l'ai pas fréquenté, le bonheur en épousant sa femme et en faisant une fille, et on le voit dans sa peinture, qui n'en devient pas meilleure d'ailleurs. C'est plutôt le contraire, mais ça c'est subjectif comme avis. Oui, vous préférez la première période. Moi je préfère la période torturée, gothique, qui a des échos d'ailleurs. Ça pourrait être un précurseur de Tim Burton ou de David Lynch. Il pourrait faire les décors des films de Tim Burton.
Et d'ailleurs, il y a une étudiante qui m'avait posé une question en amont. Elle demandait, donc là, vous déclarez votre flamme pour Spilart et pour à la fois ses dessins et la peinture, mais est-ce que vous avez un rapport particulier à la peinture? Est-ce que la peinture vous anime depuis longtemps ou c'est un médium parmi d'autres? Non, c'est pas un médium parmi d'autres. C'est vrai que c'est moins accessible que les films et les livres, mais en fait, bah, mes parents n'avaient pas de culture de peinture ou d'art visuel, donc j'ai pas vraiment eu d'éducation à la peinture petite. Mais je crois que mes premières rencontres avec des tableaux, c'était dans les livres de français. Vous savez, quand on met en regard des œuvres, on met des tableaux. Donc il y en Mhm. avait que je trouvais très belles. Et puis en fait, c'est vraiment à la radio, en préparant des émissions. D'abord, quand je suis entrée en stage à la radio, il y a une éternité. J'ai commencé à me documenter sur à peu près tout. Et en fait, moi, j'adore apprendre tout le temps. Voilà, j'ai un peu ce fantasme d'éternelle étudiante. Et j'ai commencé finalement à aller vraiment voir des expositions en travaillant à la radio. Parce que Et donc, ça fait très longtemps que vous êtes sur ce médium radio. ah oui. Avant Remède à la mélancolie, vous vous intéressiez aussi à l'art et vous le chroniquiez, c'est ça? Oui, je chroniquais pas la peinture, mais je préparais plein d'émissions. J'étais entrée à France Culture en stage, en fait, il y a à peu près 15 16 ans, je sais plus. Et en fait, je trouvais surtout des textes, j'écoutais des archives à l'INA, je me documentais sur plein de choses et j'apprenais tout le temps. Et puis finalement, dans l'émission Remède à la mélancolie qui existe depuis 2013, je demande toujours une œuvre visuelle à mes invités. Donc ça peut être un tableau, mais ça peut être aussi une bande dessinée ou une gravure. Et c'est vrai que bah, à force de me documenter dessus, là, j'ai commencé à apprendre à avoir un rapport à la peinture qui s'est intensifié. Et puis je vais aussi voir beaucoup d'expositions. Je vais dans les galeries, puisque faut le rappeler quand même, parce que ça paraît élitiste et toujours un peu snob. On a peur de pousser la porte des galeries, mais c'est gratuit. Mhm, bien Euh, sûr. Ouais. Et voilà, j'ai eu des orgasmes esthétiques devant certains tableaux. Je pense à bah, Enguerrand Carton, je sais plus, La Vierge, je sais plus. Attendez, je peux regarder mon anti-sèche? J'ai une Allez-y. anti-sèche, écoutez le bruit du papier. C'est quoi? Le couronnement de la Vierge d'Enguerrand Carton. D'accord. Sinon, il y a Vallotton, Bronzino. Enfin, oui, j'adore la Oui, peinture. toutes les périodes. Mais Toutes les périodes. la période contemporaine vous touche aussi ou moins? Un peu moins, mais je pense que c'est par manque de culture. Bah, après, il y a, dans les peintres contemporains que j'aime bien, il y a Jean-Baptiste Sécheret, Thomas Lévillane, voilà, qui font qui ont une œuvre très très belle. Mais c'est vrai que je suis un peu réac et j'ai un certain goût pour le classicisme. En fait, c'est plutôt, je pense que ça fait partie de l'éducation. C'est que moi, on m'a pas donné les outils pour comprendre l'art contemporain. Je veux dire, quand c'est classique ou figuratif, on peut l'appréhender immédiatement. Quand c'est conceptuel ou plus abstrait, parfois ça peut parler tout de suite à l'animal sensible qu'on est quand c'est conceptuel ou Mhm. abstrait. Mais il faut une explication. Et quand on ne l'a pas, et la plupart de la population ne l'a pas, et moi j'en fais partie, c'est plus difficile d'accès. Mais ça ne veut pas Oui, dire que je n'y oui. suis pas ouverte. Il manquerait le mode d'emploi. Mais pour en revenir à cette, oui, parce que à cette peinture de Léon Spiliart, vous écrivez rarement. Il a fallu quand même une forte volonté et puis une forte motivation pour aller convaincre les éditions Autrement qui avaient publié votre premier ouvrage, mais qui était un recueil plutôt de chroniques ou de paroles des autres. Là, vous avez accepté de faire 50 pages qui sont vos mots. Est-ce que c'était un moment, il y a quelque chose qui a été franchi, là, vous avez envie d'en faire d'autres? Non. En fait, bah, le premier ouvrage que j'avais publié, Remède à la mélancolie, d'après l'émission, justement, j'avais déjà énormément écrit parce que c'était pas une compilation d'interviews, il y a des extraits d'interviews, mais en fait, ce que j'avais fait, c'est que j'avais repris la centaine de remèdes que je préférais, et dont on avait parlé depuis plusieurs années dans l'émission, et je les avais chroniqués de façon assez subjective, en ajoutant les miens, en dressant une histoire de la mélancolie. Donc finalement, il y avait quand même beaucoup d'écriture dans ce livre. Et puis dans l'essai sur Spiliart, euh, c'était, je dois avouer qu'écrire est très difficile. C'est quelque chose de douloureux et de difficile. Et donc j'admire d'autant plus les gens qui le font. Mais je pense que je mets l'écriture sur un piédestal et Et ça veut dire que vous, là, on a une question. Hop. Alors, non, ce n'est pas une question, c'est une réflexion. Donc, vous faites
des rapprochements constants entre votre subjectivité et celle de l'artiste supposé, donc Léon Spiliart. Mais vous cherchez donc, pour prolonger ce qu'on était en train de dire, vous cherchez une forme réflexive à l'art, quelque chose qui vous parlerait donc immédiatement, ce sentiment que vous avez qui est lié à la mélancolie qui vous imprègne. Non, parce que enfin, si je cherchais à chaque fois un reflet de mes états d'âme dans l'art, déjà je serais très pauvre. Euh, et puis ce serait très auto-centré quand même, alors que justement je trouve que la contemplation de l'art, c'est quelque chose qui est extrait de soi, qui peut entrer en résonance. Par exemple, il y a certains paysages de Léon Spiliart, évidemment, où je me disais, bah, plutôt que pleurer devant un périphérique ou un McDo qui était mon décor pendant très longtemps, c'est toujours mieux de pleurer devant une œuvre d'art magnifique. Mais, mais non, vraiment, je peux être ouverte à absolument tout. Et c'est d'autant plus intéressant de. Enfin, il y a un truc jubilatoire dans le fait de creuser et de voir de façon arborescente tous les artistes qui ont des affinités et qui nous ressemblent, entre guillemets. Mais il y a aussi quelque chose de moi dont je ne pourrais pas me passer, qui est de découvrir toujours des artistes que je ne connais pas. Enfin, je trouve ça vraiment important, en fait, d'être ouvert à des choses qui ne parlent pas immédiatement et qui ne sont pas si évidentes que ça. Oui. C'est ça, c'est que moi c'est ce qui m'a intéressé dans votre projet, hein, parce que c'est pas, je suis plutôt habitué à lire des essais d'historiens de l'art, et là tout d'un coup je me suis Oui. retrouvé dans une histoire du sentiment presque, puisque vous avouez vos sentiments, vous faites des parallèles avec vous-même, et c'est ça, et dans ce sentiment qui est donc la mélancolie, hein, celui qui vous anime et qui anime vos recherches depuis quand même de nombreuses années. Euh, j'ai trouvé que c'était une manière d'écarter toutes ces rationalités scientifiques, tout ce que l'académie essaie de mettre en place pour nous convaincre qu'un artiste a plus d'importance qu'un autre. Et en revenant au sentiment, j'avais l'impression que euh, on pouvait accepter quelque chose qui était un accessoire à la rationalité, mais qui tout d'un coup devenait principal. Est-ce que c'est ça votre projet, mettre aussi le sentiment comme principal et non plus comme accessoire, comme le voudrait l'Académie? C'est assez juste de dire que l'académie voudrait que ce soit accessoire. Je vais dire quelque chose d'excessivement banal, mais ouais, bah, nous sommes des êtres d'émotion, en fait, et on voudrait l'oublier. J'ai l'impression que plus le temps avance et plus on veut oublier ce qui nous caractérise quand même principalement. Aujourd'hui, je vais pas prononcer le mot capitalisme parce que là vraiment tout le monde va s'en aller. Enfin voilà, j'ai la flemme de me lancer sur une diatribe contre le capitalisme. Mais ce que je veux dire, c'est que il y a en effet un libéralisme qui s'installe dans tout et dans les sentiments aussi. Donc maintenant, il faudrait faire son deuil. Il faudrait être, oui, utilitaire et efficace dans à peu près tous les domaines de l'existence, alors qu'on oublie qu'on est vraiment des animaux de sentiments, de sensibilité. Et les robots sont en train d'être nos interlocuteurs maintenant à chaque fois qu'il y a des démarches administratives. Et c'est à la fois assez triste, parfois très pratique, et en même temps j'ai l'impression que les gens le ressentent de plus en plus et qu'il y a une envie, enfin c'est ce que je ressens après, peut-être que je me trompe, mais une envie collective de revenir un peu aussi au fait que nous sommes des animaux sensibles et que on est blessé assez fréquemment finalement, et que oui c'est un peu honteux en fait de le dire aujourd'hui. C'est toujours honteux en fait de dire qu'on est malheureux, de dire qu'on est triste, de dire qu'on n'y arrive pas, de dire de parler d'échec. Je suis tout à fait d'accord avec vous. On accepte de parler de burn-out parce que c'est lié à l'entreprise, c'est lié au travail. Mais si on parle de ces sentiments qui échappent au monde de la rationalité ou du travail ou à des méthodes, à une méthodologie en tout cas, on vous taxe de voilà de narcissique. Enfin voilà, donc c'est assez beau d'avoir. Je pense que c'est pour cela que vous avez une telle écoute hein, dans votre émission. Mais alors, avant de parler de la mélancolie, j'aurais voulu relayer une question plus technique d'un auditeur qui nous demandait qu'est-ce que vous pensez de la lumière chez Spilart. Est-ce que c'est une question auquel vous avez pensé ou au contraire vous la ressentez et vous refusez de mettre des mots sur le sujet? Alors en fait, j'ai eu une tentation avant cette interview parce que j'avais un peu le trac.
je voulais trouver des mots savants et les balancer comme ça, comme s'ils faisaient partie de mon vocabulaire. Parce que je me suis Mhm. dit quand même, les beaux-arts, c'est prestigieux. Et puis finalement, je me suis dit que c'était grotesque et qu'il fallait assumer le fait de ne pas avoir de culture artistique à part celle que je me suis forgée toute seule en découvrant. Et je pense même que c'est bien de le dire parce que ça veut dire aussi que c'est accessible à tous. Et que tout le monde, en fait, peut se forger une culture autodidacte, non formatée, par sa propre sensibilité. Et la lumière chez Spiliard, je ne vais pas donc vous en parler en termes savants, mais je peux juste vous Mhm. dire que, évidemment, toute la période que je préfère, il a un millésime, Spiliard, c'est 1908. Il y a des autoportraits et des encres noires sublimes avec des lavis extraordinaires que je vous invite à découvrir par vous-même. Et il y a des clairs-obscurs, il y a des réserves. Il joue beaucoup avec la réserve, ça c'est un terme technique. Bon, j'imagine que tous les étudiants des beaux-arts savent ce que c'est qu'une réserve, mais moi, par exemple, je ne le savais pas avant de m'intéresser à l'art. Et, et donc, il fait jouer la réserve de papier, il dilue les encres, et dans la noirceur, parce qu'on peut dire quand même, si on prend un camembert et qu'on regarde la colorimétrie de l'œuvre de Spiliart, c'est assez noir. Mhm. Il y a quand même beaucoup de lueurs rassurantes. C'est très important la lumière chez Spiliart, ouais. Bon, voilà, c'était pour répondre à une question, parce que là, J'espère. on était sur autre chose. On était, enfin, à la fois, tout est lié hein, chez vous, puisque c'est très autobiographique, tout le travail est très Pas tant que ça, hein. autobiographique. Voilà, pas tant que ça. Mais Je sais pas un livre sur moi, c'est quand même un livre sur Léon Spiliart. oui, mais quand dès la quatrième de couverture, vous faites des parallèles entre vous et Spédiard, je sais bien que, en plus du sentiment, vous introduisez quelque chose qui était très important chez vous, c'est l'humour. Donc c'est peut-être ça. Peut-être que ces parallèles que vous faites entre vous et Spéliard sont peut-être davantage liés à l'humour qu'à une volonté de nous dire ce que vous êtes. Oui, C'est cela? parfaitement. Parfaitement. J'ai pas de volonté de vous dire ce que je suis dans cet essai sur Spiliart. Je pense que c'était vraiment pour mettre de l'humour dedans, pour montrer à nouveau que on peut se documenter sérieusement sur quelqu'un, mais pas en parler de façon académique. On n'est pas obligé. Je pense que être inaccessible n'est pas une preuve d'intelligence, bien au contraire. Et je pense que les énonciations claires et accessibles, euh, pour moi, c'est ce qu'il y a de plus admirable quand je lis des textes. Dès que c'est abscon, c'est pas parce que c'est abscon que je me dis que le type est intelligent, au contraire en fait. Et donc je voulais rendre ça accessible. Euh, et puis l'humour, je pense que C'est c'est une la façon de condition sine partager. qua non. C'est Oui, une façon de c'est pour partager aussi. transmettre, pour partager. Et puis l'humour, c'est vraiment ce qui me protège du suicide depuis ma naissance, hein, je veux dire. Non, mais s'il n'y avait pas d'humour, je veux dire, vraiment, je vois pas trop l'intérêt, à part, non, à part la nourriture, les chiens, quelques communions éphémères entre deux êtres et l'art, la beauté et Donc l'aspect blague. c'est tout simplement une manière de mettre à distance ce qui peut nous faire souffrir. Ouais, pour moi, c'est une question de survie, en fait, l'humour, vraiment. Mais c'est un peu un travers, hein, c'est que je fais des blagues tout le temps de tout. Peut-être un peu trop. Et donc, du sentiment, de l'humour. C'est avec ces ingrédients que vous animez aussi euh, cette chronique sur excusez-moi, sur Canal+, puisqu'il y a France Inter et Canal+, hein, qui sont vos deux outils aujourd'hui. Il y en a eu d'autres hein, dans le passé, mais aujourd'hui, ce sont les deux qui vous permettent de vous rencontrer. Et donc, sur Canal+, vous allez chercher des objets singuliers. Et là, toute la chronique est humoristique. C'est une volonté aussi. Vous, est-ce que vous imaginiez comme ça en comique d'écran il y a quelque temps? C'est- Non, pas du tout. Pas du tout. En fait, j'ai accepté de faire des chroniques sur Canal+ parce que c'était Mouloud Achour qui présentait l'émission, que j'ai beaucoup d'estime pour lui et surtout il me donne carte blanche et l'équipe me donne carte blanche. Et donc, c'est quand même fabuleux de me dire qu'à la télévision, je peux parler de vieux auteurs morts dont plus personne ne parle ou de petits livres singuliers ou que je puisse mettre en avant, je sais pas, Ernst Haeckel ou, enfin, ça c'est pas encore fait, mais c'est dans mes projets, ou un poème de Bukowski ou. Bah oui, je trouve ça vraiment très très chouette. Et évidemment, c'est de la télévision, donc oui, si je fais pas de blague, je suis virée.
Parce que, parce que je vous ai vu disséquer une œuvre, un polyptyque avec beaucoup d'humour, un polyptyque primitif. Oui, bah, j'ai vu Euh, passer des manuscrits du Moyen Âge. Voilà, je peux quand même montrer des enluminures. Et mhm. en fait, le fait de mettre de l'humour fait que des gens qui se seraient pas du tout intéressés à ce manuscrit, par exemple, s'y intéressent parce que je vais leur faire une blague. Et puis si ça les touche, ils vont se dire, ah, c'est vrai que c'est rigolo, qu'est-ce que c'est que ce manuscrit? Et ils vont chercher. C'est ça que je cherche à faire en fait. C'est vraiment toujours la même idée finalement. Et dans l'essai sur Spiliart, et à la radio, et à la télévision, c'est vraiment de transmettre. J'aimerais bien transmettre un intérêt comme, comme celui que moi j'ai en cherchant tout le temps tout au sujet de tout. Je crois que le plus beau des compliments, c'est quand les gens me disent, oh là là, j'ai découvert ça, vous en aviez parlé, c'était super, après j'ai regardé, j'ai adoré, ou j'ai détesté même. Mais susciter cette curiosité et transmettre, voilà. Qu'on Je fasse vois. tous nos humanités ensemble, en fait. On n'a pas fait de grandes écoles, et ben c'est pas grave, en fait. On peut aller à la bibliothèque, on peut discuter de plein de choses ensemble, et c'est pas grave, en fait. Très bien. Donc, j'ai dit plusieurs fois que vous animez donc remarquablement avec grand succès depuis plusieurs années. On est dit depuis 2013 l'émission Remède à la mélancolie. Donc, c'est une émission que vous déclarez thérapeutique. Alors, moi, ça m'a. J'ai fait des recherches et j'ai voulu voir quel type d'émission. J'ai pensé à Mélie Grégoire. Est-ce que Mélie Grégoire, elle avait cette émission sur RTL qui rassemblait dans ma jeunesse des auditeurs et c'était une émission très étonnante parce qu'elle avait une visée politique. Elle faisait parler les femmes qui n'avaient pas la parole. Et vous, est-ce que c'est cela aussi? C'est ce que vous me disiez, c'est atteindre. Il y a une visée. Est-ce qu'il y a une visée politique chez vous? Atteindre un public qui n'a pas accès normalement aux choses, et donc de créer une forme de d'horizontalité, puisque l'académisme crée de la verticalité toujours. Bien sûr. C'est vrai que j'aime pas les choses élitistes. J'aimerais. En fait, il n'y a aucune politique chez moi. Je sais qu'on peut tout politiser. Et donc aussi, ça veut aussi dire qu'on ne peut rien politiser, puisque à partir du moment où on peut faire tout avec quelque chose, ça veut dire que le contraire est vrai aussi. Je, j'aime beaucoup les nuances. Euh, donc ça peut être frustrant quand on me pose des questions, parce que je ne vous donnerai pas d'avis tranché dès que ça touche un peu à l'idéologie et à la politique. Je peux changer d'avis très vite. Je peux comprendre beaucoup de parties. Mais oui, oui, bien sûr que tout ce qui peut enlever cette verticalité, ça, j'essaie d'œuvrer à petite échelle pour cela. Par exemple, je fais de la propagande pour les bibliothèques municipales parce que je trouve ça formidable en fait. Je veux dire, c'est gratuit. On va allez vous faire une carte là, ceux qui n'ont pas encore de carte. Enfin là, je sais pas si elles sont rouvertes, faudra regarder, mais allez vous faire une carte. Vous pouvez avoir accès à toute la culture gratuitement. Je trouve ça extraordinaire. Mon enthousiasme ne faiblira jamais concernant les bibliothèques municipales. Et donc oui, c'est ce que j'essaie de faire, de transmettre à n'importe qui aurait aucun bagage l'intérêt pour une œuvre d'art. Mais parfois, il y a des choses plus pointues que d'autres. Mais je pense, par exemple, récemment, j'avais reçu Cécile Debray, la directrice du musée de l'Orangerie, et elle Mhm. avait choisi Impression de Cassel de Enrique Villamatas, qui apparemment est un livre très connu par les étudiants des Beaux-Arts, mais moi, je ne connaissais pas du tout ce livre. Et puis, ça parle d'art contemporain, ça parle d'une des plus grandes foires d'art contemporain, la Documenta, qui a lieu à Cassel. Donc, c'est tout ce que je ne connais pas. Et ben, le livre était tellement rigolo, tellement intelligent que ça m'a passionnée et je l'ai recommandé à tout le monde autour de moi. Et puis, dedans, il parle de Tino Segal, par exemple. Tino Segal, moi, je ne savais même pas qui c'était. C'est parce que j'ai quelqu'un qui connaît les milieux d'art qui m'a dit, viens, on va voir l'exposition de Tino Segal. Je l'ai vu, c'était très amusant. Et puis là, d'un coup, il en parle, Enrique Villamatas. Et puis, il parle aussi de quelqu'un qui a créé un courant d'air artificiel. Et j'ai trouvé ça très amusant aussi, en fait. Enfin, voilà. Oui, oui, c'est un livre. Il est censé, il est invité à la Documenta, et là, il écrit sur tout ce qu'il va rencontrer, qui lui est aussi très étranger. Et donc, il y a un très beau hiatus entre ce qui nous est familier et ce qui lui est étranger. Ça crée des anecdotes très amusantes. Mais donc, euh, maintenant, on est au cœur du sujet. On est dans ce remède à la mélancolie, et de la consolation par les arts. Moi, c'est ce qui m'avait. Je vous avoue que ça m'a un peu embarrassé quand. Est-ce que je me suis dit, remède à la mélancolie, consolation par les arts, est-ce que les arts ont vocation à consoler? Est-ce que c'est un rôle souhaitable pour les arts? Non, pas du tout. Alors pourquoi l'intituler consolation par les arts? Parce que c'était le but de mon émission quand je l'ai créée, en fait.
comme j'habite le monde assez douloureusement, et je vous dis ça, mais je serais prête à souffler dans un truc de fête en vous le disant. Ça s'appelle quoi? Une langue de belle-mère, c'est ça? Oui, c'est ça. Ouais. Euh, j'ai une urgence de rire et de m'extraire de moi en permanence. Je ne fais que fuir cet abîme vraiment qui me barbe, vraiment en fait. Je sais que certains la subliment, il y a beaucoup d'artistes que je reçois qui me disent qu'ils s'en inspirent, qu'ils la convoquent. Moi, je déteste la mélancolie, je trouve ça horrible. Si quelqu'un me disait donne-moi tout ce que tu possèdes et tu seras plus jamais mélancolique, je lui donne sans aucune hésitation. Mais avec cette émission, je me suis rendu compte que la meilleure façon de ne plus être mélancolique, vu que la mélancolie, c'est quand même quelque chose où on se regarde un peu le nombril. Euh, je dirais pas que c'est narcissique parce que dans le narcissisme, pour moi, il y a le fait que sa propre image nous plaise, mais je dirais que c'est égocentrique. Et donc, le meilleur remède contre la mélancolie, c'est d'extraire de soi. Quoi de mieux que s'extraire de soi par l'émulation avec quelqu'un d'autre, donc la conversation, la découverte de l'autre, donc ce que je fais dans l'émission, puisque j'invite un invité que je mets en valeur et que j'interroge, donc je suis centrée sur l'autre. Et en plus, à travers les œuvres d'art, c'est-à-dire qu'à la fois on s'élève, puisqu'on regarde du beau, on s'enrichit, on apprend des choses et on découvre des artistes. En fait, c'est ce que je faisais déjà avec mes amis finalement. T'as pas vu ce film, mais il est génial, tu connais pas ce peintre, tu connais pas même ce jeu vidéo. Et puis j'en ai fait une émission où on apprend, j'espère, des choses et on découvre les invités sous un angle atypique et on est diverti et en même temps enrichi et voilà. Enfin, c'est ce que j'essaie de faire. Parce que votre émission, elle mêle un peu tous les genres, c'est-à-dire que on peut y entendre de la musique, on peut y parler de cinéma, je veux dire dans la même émission, hein, vous pouvez inviter, je ne sais pas, un chanteur, un scientifique, et vous allez aborder avec lui de nombreux sujets qui généralement parlent d'art, mais aussi de société, et vous passez aussi beaucoup d'extraits musicaux. Oui, oui, il y a tous les arts en fait, mais c'est quand on me dit la consolation par les arts, c'était le sous-titre de mon premier livre, mais c'est vrai que j'ajoute toujours la consolation éphémère. Parce que finalement, l'art, pour revenir à la question que vous me posiez tout à l'heure, non, l'art n'a pas vocation de consoler, absolument pas. Il se trouve que parfois il le fait parce qu'il extrait de soi, que parfois on a des claques de beauté, mais parfois on peut pleurer aussi tellement c'est beau. Euh, il peut bouleverser, il peut faire réagir, il peut faire prendre conscience, il peut aussi ennuyer, tout simplement. Il peut aussi être laid et mauvais. Je pense que, voilà, je dirais pas que l'art a un rôle univoque. Et il a pas, en tout cas, son rôle n'est pas d'être un remède à la mélancolie, mais il se trouve que je me suis rendu compte que quand il y avait des chefs-d'œuvre, ça agissait comme des remèdes à la mélancolie. Ça devient une sorte d'épiphanie, vous voulez dire, c'est ça? Oui, par exemple, quand on lit, je sais pas, si on lit un livre de Dickens, on passe un merveilleux moment et c'est difficile d'être triste en même temps. Je veux dire, on pleure pour les orphelins, évidemment, mais tant que c'est pas nous, c'est un peu une récréation de soi. Et l'épiphanie joue un grand rôle chez vous, c'est-à-dire des moments où vous rencontrez quelque chose comme cela qui crée une sorte d'extase, je sais pas, je vais dire une extase panthéiste parce que vous regardez un paysage ou de ce genre de choses. Ouais, j'ai une grande capacité d'émerveillement et quand j'aime les choses, je les aime avec enthousiasme. Et quand je suis triste, c'est pareil. Mais je ne suis pas bipolaire, comme Emmanuel Carrère que je vais recevoir bientôt. Ah, vous allez le recevoir, bon, très bien, oui. Là, vous allez savoir ce que c'est qu'une dépression lourde, mais bon, Ah ça, je sais ce que vous c'est avez qu'une déjà eu dépression des lourde. invités. Oui. Oui, et puis je l'ai vécu aussi. Oui, parce que pour en revenir à la consolation par les arts, moi j'ai l'impression que les arts sont, enfin, ce qui m'intéresse dans l'art, c'est que cela sort de ma zone de confort et que du coup, il y a des choses que je saisis pas, que je dois essayer de saisir, et puis des réalités que j'avais pas perçues, des angles que je n'avais, j'étais dans un je regardais les choses de face, il fallait les regarder de biais ou inversement. Vous voyez, c'est cela qui m'intéresse beaucoup dans l'art et j'avais l'impression que si on. Bon, là, vous avez levé ce malentendu parce que j'avais l'impression que si l'art était une forme de thérapie, d'une certaine manière, il nous maintenait dans une zone de confort, même si cette zone de confort est déjà un inconfort. On restait dans son inconfort, mais il y avait quelque chose d'extrêmement narcissique dans cette projection qui m'embarrassait. Mais vous, votre projet, justement,
je le sens pas comme un projet narcissique. Et d'ailleurs, si c'était un projet narcissique, je pense pas que vous n'auriez pas 1,5 million ou voire 2 millions d'auditeurs sur France Inter. Donc c'est que vous avez réussi à dépasser ça. Et c'est ça qui est intriguant, c'est-à-dire avec l'humour, on l'a dit, avec du sentiment, mais il y a une forme d'empathie que vous trouvez avec l'auditeur. Est-ce que c'est ça que vous travaillez, que vous cherchez? Alors, je ne travaille pas, j'ai un vrai problème d'empathie, j'en ai beaucoup trop. Ce qui fait que d'ailleurs, j'ai du mal à prendre parti en général, puisque je comprends tous les partis. Mhm. Euh, donc, j'aurais été soit un très mauvais juge, soit un très bon juge, si j'avais travaillé dans le judiciaire. En fait, je suis un peu comme Tadei, mais avec de l'empathie. Vous voyez, je peux comprendre tous les partis. Bon, les Mhm. extrêmes, évidemment, je parle pas des extrêmes, mais je peux comprendre intellectuellement. Ça ne veut pas dire que j'y adhère. Euh, Donc non, je ne fais pas de travail sur l'empathie, c'est assez naturel, mais ça m'handicape pour beaucoup de choses, mais m'avantage pour faire cette émission. Parce que quand je reçois un invité, je me plonge pendant une semaine dans son univers et j'ai l'impression, peut-être que c'est faux, mais j'ai l'impression que j'arrive à vraiment à comprendre les rouages, à, à- ouais, à appréhender sa sensibilité véritablement, ce qui fait que souvent, quand j'interroge les gens, ils se sentent bien reçus, ce qui est quelque chose auquel je veille. Et puis, j'ai envie d'aller dans la psyché de chacune des personnes que je reçois. Et entre 2013 et maintenant, on va être en 2021, donc ça vous fait 8 années d'émission. Euh, comment est-ce que ça a évolué votre émission? Comment est-ce que vers quoi vous tendez? Est-ce que c'est un modèle que vous allez perpétuer, qui est sans cesse en exploration, ou c'est un modèle dont vous voyez euh, dont vous ne voyez pas la fin, puisque à chaque fois c'est une expérience différente? Je pense qu'il y aura une fin. Je pense pas, je pense pas excéder 10 ans quand même, parce que c'est long quand même, 10 ans d'émission. Après, c'est vrai que le sujet est inépuisable. On pourrait penser qu'on se lasse, mais finalement, la mélancolie n'a aucune définition fixe. Elle a changé au cours de l'histoire. Elle était liée au génie, ensuite à la folie, ensuite à la maladie psychiatrique. Il y a la mélancolie douce. Dans le manuel de référence de psychiatrie, la mélancolie, c'est le degré le plus grave de la dépression nerveuse. Mhm. Chaque invité a sa définition, chaque invité a un rapport différent à la mélancolie et chaque invité a un panthéon d'œuvres d'art différent aussi. Donc finalement, Mhm. c'est inépuisable. Mais votre émission, elle a beaucoup. Moi, je l'ai pas, je la connais que depuis quelques années, hein, donc je la connaissais pas ni en 2013, je dû la connaître à peu près en jour de 2017. Donc, qu'est-ce qu'elle était avant? Est-ce que vous avez gardé toujours le même ordre des choses? Non, en fait, avant, j'avais un trop gros appétit de savoir et donc je demandais beaucoup plus de remèdes. Et c'était n'importe quoi parce que déjà, j'avais plus aucune vie sociale, enfin, ce qui est toujours un peu le cas, puisque je travaille tout le temps et je suis tout le temps en train de lire des livres et de regarder des films et d'enquêter sur les invités et tout ça. Mais je veux dire, il y avait quoi? 13 remèdes, c'était n'importe quoi. Et Hmm. c'était en quotidienne en plus. Donc j'ai diminué le nombre de remèdes pour qu'on ait plus de temps pour en parler. J'ai changé l'ordre des choses. Je faisais une sorte de gourmandise en début d'émission. À la fin, c'était à la fin de l'émission, je l'ai mise au début de l'émission. Enfin voilà, des petits ajustements comme ça. Parce qu'en début d'émission, je propose toujours un remède à la mélancolie, entre guillemets, temporaire, que j'ai débusqué moi pour les auditeurs. Et ensuite, on passe en revue tous les remèdes de l'invité. Mais non, en fait, ça n'a pas tant changé que ça. Le concept, c'est toujours le même. Donc oui, je vous interrogeais sur la continuité de cette émission, mais aussi la diversité des invités. Ça, c'est quelque chose qui m'a marqué, c'est-à-dire qu'on parle beaucoup d'art, mais l'art est abordé avec une diversité disons, d'individus, avec de nombreux métiers, etc. Et quel est le lieu où vous retrouvez le plus? Que ce soit un scientifique, un artiste, ça n'a pas d'importance pour vous? Non, ça n'a pas d'importance. Je pourrais pas développer plus. Bon, très bien. C'est un souci, encore une fois, c'est un souci politique d'horizontalité ou c'est parce que vous pensez que, comme nous on le fait aux Beaux-Arts de Paris d'ailleurs, hein, dans Penser le présent, c'est-à-dire que dans 15 jours, ce sera un économiste. Là, c'est vous, Eva, qui êtes une productrice et qui avait une émission radio. Voilà. Est-ce que c'est Mais nous, on le fait dans un souci d'horizontalité, enfin,
parce que tous les domaines nous intéressent. Et pour moi, que ce soit un grand cuisinier ou un grand parfumeur, il n'y a aucune raison de mépriser les savoir-faire. Intellect et savoir-faire sont liés. Ça, pour moi, faire, c'est penser. Est-ce que c'est ce genre de choses qui vous anime? Faire, c'est penser? Oui. Euh, Là, j'ai l'air bête, là. Oui, oui, faire ses pensées, oui, j'imagine. En fait, je, je pense que j'aime l'artisanat. Euh, Il y a des textes que, à mon avis, les étudiants des Beaux-Arts connaissent de William Morris qui sont merveilleux justement sur l'art et l'artisanat, le fait de faire des belles choses qui soient à la fois accessibles et en même temps bien faites. Et moi, c'est quelque chose dans lequel je me reconnais en fait, cette façon de penser. Et donc, je pense que on peut pas dire que tout le monde est artiste, mais si l'art, ça consiste à avoir le sens de l'harmonie et à bien faire les choses, alors dans ce cas-là, oui, et un pâtissier est un artiste, euh, un thanatopracteur est un artiste. Dans ce cas-là, oui, si le sens d'art, c'est bien faire les choses et avoir un sens de l'harmonie. Je sais pas Mais si j'ai bien répondu à votre question. oui, oui, enfin, je pense que effectivement, il y a c'est ces savoir-faire qui vous intéressent peut-être. Et ces savoir-faire et comment vous les liez à des individus. Enfin, je sais pas, c'est pas à moi de dire ce que vous faites, hein, mais c'est ce que j'ai ressenti en tout cas. L'intérêt pour les savoir-faire et après, que ce soit un savoir-faire artistique et après savoir penser, parce qu'il faut effectivement, quand vous invitez quelqu'un, j'imagine que voilà, il faut qu'il ait une expression qui satisfasse la radio, qui ait un médium qui exige un certain format, même si vous animez beaucoup avec euh, votre talent, avec votre humour, et puis avec les extraits musicaux. Est-ce que c'est tout cela Parce que quand vous dites que vous êtes productrice, vous construisez avec votre équipe les extraits musicaux ou c'est eux qui vous proposent? Comment ça fonctionne? Oui, en fait, Comment j'ai ça une équipe. s'organise une émission de radio? Dites-nous. Alors, Comme remède à la mélancolie. alors, on a très peu de moyens dans le service public et j'ai une équipe très réduite. J'ai une assistante, donc que je salue, Corinne Valente, qui fait la documentation, me fait les revues de presse, commande les livres, commande les films, fait le site internet, cale les invités, envoie le questionnaire. Donc voilà, elle fait tout ça. S'assure que j'ai bien les films à temps. Voilà, j'oublie sans doute des choses. Et une réalisatrice, Eliane Girard, qui, elle, s'occupe des sons. Alors, quand je reçois les réponses d'un invité, donc on envoie un questionnaire et on lui demande s'il remet à la mélancolie, on lui demande un film, un livre, un tableau, une chanson, plein de trucs. À partir du moment où on a les remèdes, moi, je vais les orchestrer pour faire trois parties dans mon émission séparées par des morceaux de musique qu'on est obligé de passer. Et je vais essayer de faire un semblant de cohérence et d'imaginer des archives. Donc, j'indique en fait à ma réalisatrice les sons que j'aimerais bien qu'elle trouve, mais parfois elle déniche, elle, des pépites auxquelles j'aurais jamais pensé. Parfois, moi, je lui dis, ah oui, donne-moi, faut absolument qu'on entende la voix d'Artaud pour ça, ou faut eu l'interview du mec dont il parle. Mais elle, Mhm. parfois, elle va dénicher. Ou parfois, je lui dis, une chanson marrante et désuète sur le vélo. Et alors, D'accord. elle va le trouver. C'est vraiment un travail d'équipe, quoi, vraiment. Et donc, c'est une équipe avec laquelle vous travaillez depuis toujours? Non, pas du tout. La réalisatrice, Eliane Girard, elle est depuis de nombreuses années sur l'émission. C'était Mhm. pas elle tout au début. Et Corinne Valente, qui est l'attachée de production, ça fait 2 ans. Et Eva, est-ce que vous êtes maintenant sur deux supports, hein, auxquels vous partagez votre temps, radio et TV, et, est-ce que vous sentez est-ce qu'il y a une différence? Est-ce que vous utilisez aussi je crois que votre émission, elle est aussi sur l'écran d'ordinateur. Elle n'est pas que à la télévision, sur les. Oui, Comment ça se passe? oui, oui, on peut la revoir en replay sur ordinateur. D'accord, on peut la revoir en replay, mais elle n'est Oui, pas, voilà. Et est-ce que vous faites une différence entre ces façons oui, d'appréhender votre travail? Dites-nous. oui. Euh, En fait, au début, je voulais faire que de la radio. Et quand on me proposait de faire de la télévision, je voulais pas. Parce que je trouvais que c'était beaucoup plus superficiel, qu'on écoutait beaucoup moins les propos, que la première fois que j'ai fait de la télé, c'était des chroniques sur Arte dans 28 minutes et je recevais des commentaires sur mon chignon.
Alors que moi, j'essayais de parler d'un livre que j'aimais et je me disais, bah non, en fait, je préfère qu'on prenne le temps, qu'on bavarde. La radio, c'est très intime. La radio, ce sera toujours mon média de prédilection. C'est ce que j'aime, la radio. Et la télé, j'en suis pas très fan. Mais c'est vrai que là, j'ai la chance de travailler avec une équipe adorable, avec des gens intelligents. Et j'ai carte blanche. Je peux vraiment parler des sujets, enfin, à part si on n'a pas les droits, ce qui arrive souvent, mais sinon, je choisis vraiment les sujets que j'aborde. Et ça, je trouve que c'est un luxe. Et que c'est rare en télévision qu'on vous impose pas quelque chose. Mais si ça n'avait pas été les conditions, j'aurais pas accepté d'en faire cette année parce que je suis beaucoup moins à l'aise. C'est très bizarre. En fait, on est tout le temps perturbé par des signaux lumineux. C'est très impressionnant. Il y a des invités partout, il y a des gens partout, il y a des répétitions, il y a des... La radio, il y a un micro, on est deux, on peut même le faire chez soi. Mhm. Voilà, j'ai une affection pour ça. La télévision, ça demande de gros moyens. Ça fait peur. On est maquillé, on est coiffé, on est habillé. Donc, clairement, j'ai pas la même tête en vrai qu'à la radio. Je tiens à préciser parce que c'est important aussi ça dans ce siècle. L'image. Mhm. C'est important. Et donc, c'est truqué. Et puis, je suis un peu coincée à la télé quand même. J'ai un peu, enfin, je sais pas, je suis pas aussi à l'aise qu'à la radio. Mais voilà. Non, j'ai pas de conclusion, c'est la chute. Voilà, c'est la chute. Bruit de chute, chute. Il y avait une question tout à l'heure là sur l'écran. Ouais, Je je disais, lis pas parce que ça me perturbe. oui, mais J'ai c'est un chien et perturbant, j'ai hein, envie de non. faire. Moi, je peux Ah non, le ça marche lire pas. pendant que vous parlez. C'était, Allez-y. est-ce que vous rêveriez d'être interviewé dans votre propre émission d'une certaine manière? Vous aimeriez être votre propre invité? Je suis- Est-ce je que sais pas c'est si je serais quelque très chose qui bonne. paraît envisageable? Je sais pas si je serais très bonne parce que je pense que maintenant, à force d'interviewer les gens, ça va, j'y arrive. Enfin, pas toujours, hein, je suis toujours aussi impressionnée par les gens que je reçois, mais c'est difficile en fait de répondre à ces questions. Et je sais que quand c'est moi qui reçois, bah, c'est moi qui reçois. Donc, je sais où sont rangées les choses, comme dans une Mhm. maison. Mais les premières fois où on m'a interviewé, moi, j'avais une voix suraiguë, je parlais à toute allure, j'avais plein de tics de langage et c'était pas du tout la personne qui reçoit à la radio. Et c'est Mhm. difficile d'être interviewé. Tout Oui, là, à par fait. exemple, je vous parle et je suis en sueur. Non, c'est très, 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 très difficile. Il y a être invité, être l'invitant et l'invité, c'est très, très différent. Et Oui, ça produit des ondes très différentes. Je voudrais, on va bientôt avoir fini cette heure, mais j'aurais voulu, parmi les définitions de la mélancolie, est-ce qu'il y en a eu, il y en a qui vous semblent davantage d'actualité en ce moment, parce on traverse une période difficile. Hier, ouais, j'étais aux Beaux-Arts de Paris, j'étais avec des étudiants, ils étaient ouais. véritablement déprimés, hein. C'était difficile de les voir comme cela, me disant qu'eux-mêmes n'arrivaient plus à assister aux cours, dans une forme d'attente, d'une sorte de présent continu, sans se projeter. Est-ce que, en cette période qui est très particulière, vous envisagez les émissions différemment? Est-ce que vous avez envie d'appuyer sur certaines choses plutôt que d'autres? Ouais, alors il y a plusieurs questions là. Je vais essayer de toutes les retenir, mais comme j'ai un problème de concentration, je vous garantis rien. Euh, En définition, ma définition préférée, c'est toujours celle de l'encyclopédie. Elle est signée Diderot dans l'article sur la mélancolie, c'est le sentiment habituel de notre imperfection. Ça, c'est ma définition favorite. Mais je pense que la définition qui collerait le mieux à ce qu'on vit aujourd'hui, c'est la définition qu'on donnait dans l'Antiquité, et c'est vraiment un découragement de longue durée. Mhm. Voilà. Euh, une crainte et un découragement de longue durée. Ça, c'est la définition qui me semble la plus pertinente pour ce qu'on vit aujourd'hui. Est-ce que je fais les choses différemment? En fait, j'ai l'impression que ce qui a changé, c'est que la mélancolie, elle a eu ses âges d'or à peu près à tous les siècles, de façon différente. Au 19e, il y avait cette volupté macabre qu'on mettait en avant, et c'était une mélancolie pour le coup très narcissique. Mhm. C'était, voilà, quand on pense à Baudelaire, Chateaubriand, tout ça, c'est pas la même mélancolie qu'aujourd'hui. Il y a quelque chose de terrible et de tragique dans ce qui arrive aujourd'hui, et c'est vrai qu'on a peu de raisons de se réjouir. Mais en même temps, ce que je ressens, c'est que ça attendrit comme une viande. Vous voyez, une viande à laquelle on foutrait Mhm. des coups de poing. Littéralement, ça attendrit. Je le dis pas de façon mièvre, bien au Ouais, contraire. ouais. Parce qu'on s'en prend plein la gueule que ça attendrit. Et donc, j'ai l'impression que un sentiment collectif émerge un peu plus en ce moment et que c'est une mélancolie finalement qui nous lie plus les uns aux autres. J'espère en tout cas, mais c'est ce que je ressens.
J'aimerais, si je pouvais mettre l'accent sur quelque chose, je mettrais l'accent sur ça. Tout à l'heure, je vous disais qu'on était des animaux sensibles et qu'on voudrait juste oublier la chose principale qui est qu'on est des êtres d'émotion. Bah, en fait, on est tous perdus. Là, j'ai jamais vu autant de gens déprimés de ma vie. Moi de même. Avant, c'était un sentiment singulier. On était triste, on s'auto-apitoyait sur son sort, on se disait je suis seul au monde, personne ne m'aime, tout ça, bon, la routine. Là, on est toujours seul au monde et personne ne nous aime, mais en plus, tout est tragique, c'est la guerre des mondes, il n'y a pas d'abri, nulle part. Et donc, en fait, qu'est-ce qui reste? Bah, je pense qu'il faut revenir, bah oui, aux fondamentaux et en fait, bah, se tourner vers les autres et essayer d'avoir un peu de tendresse. À nouveau, j'emploie le mot tendresse délibérément. Ouais, un peu de tendresse, quoi. Et j'ai vraiment, c'est pas le sens mièvre, hein. C'est parce que c'est difficile, la tendresse, c'est dur. On est vulnérable, on s'expose à être blessé, c'est vraiment pas facile, hein. C'est vraiment le dernier élan naturel. Et ça va avoir des conséquences sur votre programmation? Est-ce qu'il y a, vous vous êtes dit, ben, je vais prendre, ou de toute façon, c'est prévu tellement en amont que c'est pas possible, mais de se dire, tiens, je vais prendre des gens qui sont peut-être moins mélancoliques que d'habitude, que ceux que j'invite habituellement pour trouver des remèdes qui permettent d'être à la fois dans ce sentiment, mais de s'en éloigner un petit peu. Non, ça change pas la programmation, mais en fait, non, ça change pas la programmation, mais c'est vrai que parfois je me dis j'aimerais bien faire un truc un peu collectif, je sais pas comment redonner le moral aux troupes, je sais pas comment faire, je le fais avec cette émission et ça me prend déjà presque tout mon temps, donc j'ai pas vraiment le temps de faire autre chose, hélas, mais non, ça change pas la programmation. Mais en fait, il y a des moments où je me suis dit j'aimerais bien avoir des gens justement dans des métiers plus sombres, des gens dans les hôpitaux, des gens Mhm. qui traitent les cadavres, par exemple. Moi, j'ai fréquenté beaucoup de morts. J'en ai touché beaucoup aussi. Et du coup, je suis obligée de vous le dire en rigolant, évidemment. Et oui, faire parler ces gens-là, en fait. Mais ça, vous avez déjà invité des médecins dans votre émission, des chirurgiens, des Oui, grands j'ai déjà invité professeurs? oui, des chirurgiens, des médecins, mais c'est vrai que, je sais pas, par exemple, ben, j'ai perdu beaucoup de gens autour de moi, des gens très proches. Et l'année dernière, quand j'étais allée à la morgue, il y avait des types géniaux, quoi, à qui je parlais. Et ça m'a fascinée. Enfin, j'aurais aimé les interviewer, en fait. C'est un peu Et beau pas de alors? terminer Non? comme ça. Et c'est pas un projet que vous... Non? Si, Est-ce si, bien sûr. Ah, si, ah, si, mais alors moi, vous- j'ai une liste de centaines de gens que j'ai envie d'inviter depuis des années. Et comme c'est une des rares émissions à pas dépendre de l'actualité ni de la promotion délibérément, euh, c'est vraiment le luxe de l'émission, c'est que il y a des gens, ils sont sur la liste depuis 5 ans, puis finalement, je vais les inviter l'année prochaine, ou il n'y a pas d'urgence, quoi. Vous voyez, justement, là, il y avait une remarque. On disait, Eva, j'ai l'impression que vous êtes la seule, parce que vous avez quand même, on le rappelle, c'est pas Instagram Live des Beaux-Arts de Paris. Hein, on n'est pas à 1000 vues ou 1000, 2000 ou 3000 vues au bout de quelques mois. Vous êtes immédiatement, vous touchez plus d'1 million de personnes. Et comment vous faites pour éviter la promo, dit notre auditeur? Est-ce que ça, vous n'avez pas une pression trop forte? Bah, c'est vrai que c'est plus facile, par exemple, d'avoir certains invités quand ils sont en promo. Donc, on va profiter du fait qu'ils sont en promo pour les inviter dans l'émission. Mais dans l'émission, on va parler de leur œuvre si elle a des rapports avec les remèdes qu'ils ont choisis. Mais Mhm. s'il n'y a pas de rapport, j'en parlerai pas. Et je vais juste le citer à la fin de l'émission par politesse. Mais j'ai plein d'ennemis aussi parce qu'il y a plein de gens qui nous démarchent. Et sous prétexte qu'ils ont un truc à vendre, ils veulent venir. Et moi, j'ai pas envie parce que c'est pas le but de l'émission, en fait. Voilà. Ça va très bien. Écoutez, Eva, je vous remercie. Merci à Je vous vous. remercie pour cette heure passée avec nous. C'était un Et plaisir. je donne rendez-vous jeudi prochain à la même heure avec Camille Morino sur les artistes femmes et son site Aware. Et puis, Eva, je vous embrasse très fort et Bah, moi merci aussi. d'avoir participé à cette Merci heure beaucoup. de rencontre. Merci. Au revoir, Eva. Au revoir.